l'infraépineux, alors qui s'insère dans la fossette sous-épineuse, euh, qui est postérieure, qui est dans la partie postérieure de la coiffe de rotateur, qui se termine sur le tubercule majeur. Donc celui-ci, il n'est pas soumis au conflit. En général, on a moins de lésions sur celui-là. C'est souvent des lésions de continuité. D'accord. Alors, pour réaliser mon échographie, donc, je vais avoir besoin d'une sonde linéaire haute fréquence. Alors, le mieux, c'est d'avoir quelque chose qui fait plus de 12 MHz. Maintenant, il y a beaucoup de sondes avec des appareils multiples qui ont des sondes de 15 MHz. C'est très important pour avoir une excellente résolution pour l'épaule. Pourquoi? Parce que l'épaule, le problème qu'il va y avoir, c'est qu'il va y avoir une atténuation dans les épaules dégénératives. On aura beaucoup de problèmes à avoir de bonnes images. Plus vous aurez du matériel performant, mieux ce sera. Après, on arrive. Une grosse structure, bien évidemment, on s'en sort à peu près toujours. Mais c'est vrai que le musculo-squelettique, ça requiert quand même du matériel quand même de haut niveau. Donc, si vous avez un preset sur votre appareil, si vous avez un preset musculo-squelettique, vous pouvez le mettre. Voilà. Donc, moi, je mets une profondeur de 5 à 7 cm pour avoir une vue d'ensemble sur mon image. Et après, je zoome sur la zone d'intérêt. Donc, adapter un petit peu le gain aussi en fonction de l'échogénicité de la personne. Voilà. Alors, très important, pour faire des échos d'épaule, il faut être bien installé. De préférence, il faut que votre épaule soit plus haute que celle de votre patient. Parce que si vous en faites une seule, ça ira. 3 ou 4, au bout de 3 ou 4, c'est vous qui aurez la tendinite. Alors, ensuite, pour pouvoir faire une bonne écho d'épaule aussi, pour pouvoir l'analyser correctement, il faudrait que le patient ait récupéré un petit peu. Parce qu'en général, dans la physiopatho, il se fait mal, il a une belle impotence fonctionnelle et on attend quelques jours, ça finit par passer. Il arrive à récupérer un petit peu. Comme il faut faire des mouvements pour pouvoir dégager, notamment le supraépineux, qu'il faut arriver à le dégager de l'acromion. S'il y a une impotence fonctionnelle trop grande, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous ne pourrez pas compenser. Donc, très important. C'est pas grave. En général, de toute façon, il y a un traitement conservateur, on fait toujours l'écho à peu près 4-5 semaines, c'est très bien. Quand c'est trop tôt, des fois, en fait, du coup, ça devient non contributif parce qu'on ne peut pas sortir les éléments. Donc, ça sert à rien. Donc, là, je vous expose un petit peu les coupes de référence qu'il faut réaliser. Alors, on fera des coupes alors, chaque fois, c'est coupes orthogonales tout simplement de chaque tendon. Voilà. Donc, sur une écho d'épaule classique, un bilan classique, je peux faire le double de coupe de ça. Mais là, le but du jeu, c'est d'avoir une formation pratique pour la rupture de coiffe. Et avec ces coupes-là, ça devrait suffire. Donc ensuite, c'est 17 coupes de référence. Bon, je vais vous les montrer tout à l'heure, donc je ne vais pas les éditer là. Par contre, ce qui va être très, très important, sur chaque tendon, il faudra faire une petite analyse Doppler pour voir s'il y a une hyperémie sur le tendon ou pas. Sur chaque image suspecte, il faut avoir 2 coupes orthogonales. Pourquoi? On fait de l'imagerie. De l'imagerie, c'est de la 3D. Et malheureusement, tous les appareils d'imagerie qu'on a, on a des images 2D. Donc, pour avoir 3 dimensions, pour pouvoir avoir une image en 3 dimensions, il faut forcément 2 images orthogonales. Donc, c'est tout simple. Il faut toujours, il faut s'astreindre à chaque fois que vous avez une lésion, 2 coupes orthogonales sur cette lésion et une analyse Doppler. Parce que avec l'échographie, on peut créer des images. Il y a ce qu'on appelle des artefacts. On peut en créer plein. Un artefact n'existe en général que sur une seule coupe. Si l'image que vous avez sur 2 coupes, c'est qu'elle existe dans votre tendon. Donc, hyper important ça, 2 coupes orthogonales et une analyse Doppler. Et ensuite, ça c'est pour souvent ceux qui commencent, en dehors de la réalisation de la coupe, c'est que il faut que vous pensiez bien à analyser votre tendon sur toute son épaisseur.
Parce que bien souvent, au tout départ, quand on galère un peu, on a envie de trouver la coupe de référence. Et une fois qu'on a trouvé la coupe de référence, ça y est, on essaie d'analyser l'image sur la coupe de référence. Non, votre tendon, il a une épaisseur. Il va en arrière, en avant, et en plus, en général, il est un peu arrondi. Donc, du coup, quand on partit plus en arrière ou plus en avant, on a moins de tendons, mais souvent, les lésions se retrouvent sur ces petits débords. Notamment sur le supraépineux, c'est très souvent les parties antéro-supérieures qui sont lésées et il faut bien analyser l'ensemble du tendon. On peut passer sur des petites fissures qui font mal, juste parce qu'on n'a pas bien fait sa technique. Donc, bien penser à ça. Donc, là, je passe sur les coupes de référence. Donc, la première coupe, c'est pour la coupe du long biceps. Moi, je commence par la coupe du long biceps. Je vous expliquerai après pourquoi. Parce que sur cette coupe-là, on peut voir énormément de choses. Et notamment, rien qu'avec cette coupe-là, on peut savoir si on a une rupture de coiffe ou vers quoi on s'oriente. Donc, je commence toujours par celle-là. Donc, pour la réaliser, je vais assez vite, après on ira sur la sémiologie. Hein. Mais bon, il faut quand même passer par là un minimum. Donc, la coupe de référence, c'est coude contre le corps, le bras en rotation neutre, la main en supination. Alors, le but du jeu sur cette coupe-là, c'est d'avoir le sillon intertuberculaire bien aligné. Pour l'avoir bien aligné, parfois, plus les patients ils avancent en âge, plus il va falloir faire une petite rotation interne. C'est pas beaucoup, ça vous permet de bien sortir votre image. Et le but du jeu, c'est d'avoir le tendon bien au milieu de ma gouttière bicipitale. Donc ça, c'est les critères de réussite, et d'avoir mes deux tubercules. Ici, tubercule mineur, tubercule majeur. Pour ceux qui savent pas, qui n'ont jamais fait d'écho, il y a toujours un sens. Si vous voyez ici sur la sonde, ça c'est le repère. Très bien. Donc, une fois que j'ai cette coupe axiale, je vais avoir la coupe. Pour avoir la coupe sagittale, c'est pas compliqué. Je reste sur cette coupe-là et je tourne ma sonde de 90. Elle est à l'horizontale, je la tourne de 90 degrés pour avoir la coupe sagittale. La coupe sagittale va être très intéressante parce qu'on va voir le tendon du long biceps qui coulisse dans sa gaine. Très important la gaine du long biceps. Et cet aspect fibrillaire. Vous voyez, il y a des petites lignes hyperéchogènes blanches qui croisent des lignes hypoéchogènes noires. Ce signe-là est très important. C'est-à-dire que là, vous avez un tendon qui est dans sa gaine. Si vous ne voyez pas cet aspect fibrillaire, c'est que très souvent, c'est que le tendon n'y est plus. Soit il est subluxé, soit il est pété. Donc, très importante cette coupe. D'accord ? Et là, je garde toujours le bras la position du bras dans le même sens, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est la coupe normale. Donc ensuite, une fois que j'ai fait mon long biceps, j'enchaîne sur mon subscapulaire parce qu'en fait, je garde quasiment la même position du bras. Et en fait, le patient, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une rotation externe afin d'étirer le tendon du subscapulaire. Parce que si je le laisse comme ça, il est rotateur interne. Si je mets comme ça, il se contracte, il va passer derrière mon thorax. Donc, du coup, je ne le verrai pas. Donc, en rotation externe, j'ai juste à tourner mon bras. Et en fait, là, je vais le dérouler. Si je garde sur la coupe axiale, j'aurai une coupe longitudinale de mon subscapulaire. Là, sur le tubercule mineur. Ici, en interne, j'aurai la coracoïde. Donc ça, voilà. C'est très important. Ah, pardon, j'ai oublié. Donc, du coup, par contre, pour avoir la coupe sagittale du subscapulaire, c'est pareil, je garde la position dans le même bras. Je vais tourner juste la sonde de 90 degrés, pareil, donc verticale, pour avoir mon subscapulaire, pour enfiler mon coupe subscapulaire en coupe sagittale. Je la mettrai sur le truc parce que je ne l'ai pas mis. Donc, la coupe qui va nous intéresser, qui va être vraiment importante, la coupe du supraépineux. Alors, c'est celle-là que les gens ont un peu plus de mal à réaliser. Donc, je vais vous donner ma petite astuce à moi. Après, ça vaut pour moi. Alors, ce qui va être très important, donc, ça va être la rotation interne de l'épaule, la main sur la fesse, au moins latérale, et ce qui est encore plus important, la rétropulsion de l'épaule.
Une bonne rétropulsion, c'est ça qui va vous permettre de bien dégager votre supraépineux. Si vous laissez l'épaule un petit peu en avant, vous allez avoir du mal à le trouver. D'accord? Donc, quand j'ai une bonne rétropulsion, mon supraépineux, j'ai le moyon de mon épaule qui est là. J'ai juste à poser ma sonde parallèle au moyon de l'épaule. Juste à faire ça. Et en général, je vais tomber sur cette coupe-là, la fameuse coupe que vous avez dû voir partout en bec d'oiseau, donc avec le tubercule majeur ici, la tête humérale, et là, vous avez votre supraépineux. Donc, vraiment, très important, la rétropulsion. Hyper important. Vous pouvez palper le tubercule majeur ici, vous posez sur le tubercule majeur, et vous mettez dans le même axe que le moyen d'épaule. Et logiquement, après, vous avez peut-être quelques petits gestes d'inflexion à faire. Vous allez tomber forcément sur cette coupe-là. Et une fois que j'ai cette coupe-là, bien évidemment, je vais aller vers le haut et vers le bas pour pouvoir enfiler tout mon tendon dans toute son épaisseur. Parce que si je reste sur la coupe classique là et que j'ai une lésion antérieure, je ne vais pas la voir. Si j'ai une lésion postérieure, je ne vais pas la voir. Il faut absolument, c'est un examen dynamique, il faut absolument que ma sonde aille de chaque côté. OK? Ensuite, sur cette coupe-là, bien évidemment, une fois que j'ai gardé dans l'axe du moyen de l'épaule, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la tournée de 90 degrés. Et là, je vais tomber sur cette fameuse coupe de l'intervalle des rotateurs. D'accord? Ça me permet d'avoir une coupe sagittale du supraépineux. Cette coupe-là est très importante parce qu'en fait, dès que vous allez avoir des ruptures transfixiantes ou des choses comme ça, vous allez voir un hiatus directement sur cette coupe-là. Donc, elle est vraiment très importante. Alors, ici, le subscapulaire, il est toujours un peu plus noir. Le long biceps, le supraépineux. Là, c'est le ligament coraco-huméral, ici, là. Et là, c'est l'infraépineux. Cette coupe très importante. J'insiste, hein, mais elle est très importante. Ensuite, l'infraépineux. Donc, l'infraépineux, ne pas oublier qu'il est à la partie postérieure de l'épaule. Donc, pour pouvoir le dégager, je vais mettre la main du côté sur l'épaule opposée. Ma sonde, par contre, comme sur l'image là, je vais la mettre sur ma tête humérale, comme ça, horizontale sur la tête humérale. Et je vais chercher le tendon qui est juste sous le deltoïde. En arrière ici, il est juste sous le deltoïde. Alors moi, j'ai une petite astuce, c'est que en partant un peu plus en arrière, on tombe sur le corps de l'infraépineux. Il est immédiatement sous le deltoïde. Et en fait, on a l'impression d'avoir deux deltoïdes là. Et en fait, on avance et au final, on peut suivre tout le temps le tendon de l'infraépineux. Alors, par contre, la partie terminale du tendon de l'infraépineux rejoint le tendon du supraépineux. Donc, elle est presque vers l'avant. Elle est sur la face latérale de la tête humérale. Faut pas oublier ça. Le tendon ne s'arrête pas ici. Hein. Il s'arrête vraiment là. Et on peut même retrouver le tendon du supraépineux juste au-dessus. Voilà. Ça, c'est les coupes de référence qu'il faudra réaliser. Donc, voilà. Donc, une fois que je me suis un peu entraîné, bon, la rupture de coiffe, bon, la rupture de coiffe, on entend deux choses. Soit la rupture totale ou transfixiante, ou la rupture non transfixiante. Chacune a une sémiologie particulière au niveau de l'échographie. Donc, après, par rapport à ça, ce qu'on va rajouter, c'est que chez le jeune, on a souvent la rupture vient souvent suite à un traumatisme violent. C'est donc une chute, en général une chute, un accident, voilà. Elle est toujours douloureuse et la rupture est un peu différente. Je vous montrerai des images. Chez la personne âgée, souvent c'est une rupture qui vient sur un tendon qui est déjà usé, depuis un petit moment. Donc les ruptures ne sont pas les mêmes. Ce que j'appelle un peu des ruptures chewing-gum, c'est-à-dire qu'en fait, il arrive un certain moment où ça s'étire, et un moment, il suffit d'un geste banal. Ouais, vous avez tous vu ça. J'ai lavé ma vitre, je suis parti peindre, j'ai fait un truc. On entend un petit clac, on sent un petit clac. Voilà. Et voilà, c'est ce que j'appelle souvent. Donc, on verra à l'échographie que ça donne cet aspect un peu étiré.
Très important pour faire la différence entre ces deux types de ruptures. Alors, les facteurs favorisants, bon, bien évidemment, la dégénération tendinoseuse, elle est progressive et continue. Ça commence à partir de 45, entre 45 et 50 ans. Voilà. À la forme de l'acromion, bon, ça je ne vais pas vous l'apprendre, il y a 3 types d'acromion. Donc, celle qui produit le plus de ruptures de coiffe, c'est l'acromion crochu. Donc, l'obésité, le diabète, bon, le tabagisme. Et aussi, bon, la fameuse zone critique du supraépineux, c'est pour ça qu'il fait partie, en dehors du fait qu'il croise sous l'acromion, il a une portion qui est au niveau de son anthèse distale, qui est hypovascularisée, qui fait que ça favorise ces ruptures. Donc, le but de l'imagerie. Là, je vous ai mis en vert ce que l'échographie est capable de faire. En rouge, ce qu'il faudrait avoir, mais que l'échographie, sur laquelle l'échographie est moins bonne. Donc, en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est toujours déterminer quels tendons sont rompus, la topographie et la taille de la lésion. Excusez-moi. On va essayer de déterminer le type de lésion, parce que ça va être très important, qu'elle soit transfixiante ou non. Si elle est transfixiante avec une rétraction, il faut déterminer le grade. Je vous ai montré je vous ai dit tout à l'heure que l'échographie, et je vous le montrerai sur les images, l'échographie est très bien pour voir la rétraction, pour calculer le grade de la rétraction médiale. Sachant qu'en général, un grade 3, ça ne s'opère pas souvent. Donc, déterminer aussi l'état du long biceps, parce qu'en général, quand il y a une lésion de la coiffe, il y a une lésion du long biceps avec. Donc, ensuite, ces deux autres items, ils sont plus dévolus à l'arthro-IRM, à l'arthro-scanner ou l'arthro-IRM ou l'IRM, sachant que, par contre, on peut les déterminer à l'échographie, mais c'est beaucoup moins précis. Sur des incidences particulières. Je n'ai pas insisté là-dessus, parce que déjà, il y avait le reste à voir. Je le ferai peut-être sur un prochain topo. Mais là, c'est vraiment parce que de toute façon, le bilan pré-op sera fait à l'arthro-IRM ou l'arthro-scanner. Donc, autant laisser à César ce qui est à César. Donc, alors, la rupture transfixiante. Bon, elle touche principalement supraépineuse, peut s'étendre vers l'arrière ou vers l'avant, ou les deux. Donc, ce qui va être intéressant ici, c'est qu'à l'échographie, on va avoir des signes directs et des signes indirects. J'ai commencé à vous parler un petit peu des signes indirects tout à l'heure, quand je vous ai parlé de la fameuse coupe du long biceps. Donc, on va regarder ces fameux signes. Donc, les signes directs, là, sur l'image, vous avez une belle rupture de coiffe, avec une belle rupture du supraépineux, avec en fait ici un hiatus. Vous avez une partie qui est rétractée du tendon ici, l'autre partie, le tubercule majeur, donc mon deltoïde. Donc c'est une belle rupture, voilà, avec une rétraction de stade 3. Donc les signes directs de rupture transfixiante. Le hiatus hypoéchogène. Vous avez remarqué, nos tendons sont toujours hyper échogènes. Les tendons sont toujours hyper échogènes en échographie. Donc, à partir du moment où j'ai du noir, c'est que j'ai un souci. D'accord? Si je regarde bien ici, et je vous ai parlé aussi de l'aspect fibrillaire. Là, j'ai plus que quelque chose de noir. C'est une gaine qui est vide. Et j'ai mon tendon qui est rétracté. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose, c'est la chose la plus simple à voir, le hiatus. Le deuxième signe qui va être important, après ça, il faut avoir l'habitude de regarder les tendons, c'est que je cherche mon tendon sur ma coupe de référence, je ne l'ai plus. Donc ça, c'est la disparition du tendon. Donc c'est un peu si ma coupe de référence était là ici, j'ai plus de tendon en fait. Donc là, c'est ainsi. Bon, quand je vois plus de tendon, c'est que c'est rompu. Il n'y a pas de souci. Donc après, on peut voir aussi un amincissement du tendon. Vous avez les tendons, quand on a regardé tout à l'heure sur les images normales, les tendons étaient continus. Donc après, il va y avoir un endroit aminci, un autre endroit qui est un peu plus hypertrophié. Donc ça va faire un signe. Ce fameux signe aussi du méplat, c'est pareil. Ou pareil, on va voir directement la rétraction du tendon. On ne peut pas toujours la voir, ça dépend. Je vous laisse manger, j'ai un webinar. Si vous pouvez couper les micros.
Alors, le hiatus ici, voilà. Donc ça, c'est le plus simple. Ça, c'est souvent chez les jeunes. Donc voilà, vous avez un tendon qui est, cette partie, elle est normale. Ici, là, hop là, vous avez la belle rupture en plein milieu. Hein? Ça, c'est ce qu'on appelle un signe direct. La disparition du tendon. Vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Merci. Alors. Donc la disparition du tendon. Donc là, là, c'était une autre image où il était rétracté encore. Ici, voilà. Vous voyez, dans cette zone-là, qui est hypoécogène, là, c'est encore mon tuberculeux. Alors, c'est toujours les mêmes coupes de référence. Excusez-moi, vous pouvez. Pardon, Faïda? Ouais. C'est possible de couper le micro? Alors, on ne s'entend plus parler. Là. Voilà, hop là. Merci. Voilà. Donc, du coup, là, la disparition et l'amincissement focal, c'est exactement ce que je vais vous dire. Donc là, vous avez un tendon qui est à peu près, qui est un peu normal, qui est un peu rétracté. On voit une différence de taille entre les deux. D'accord? Ici, on ne voit plus du tout de tendon. Donc, le fameux signe du méplat, très important sur l'intervalle des rotateurs, parce que ça va vous aider très souvent sur cette fameuse coupe de l'intervalle des rotateurs. Dès que vous voyez un petit méplat comme ceci, c'est-à-dire que vous avez la perte de la continuité de la face supérieure du tendon. Là, toujours tourner autour, il y a très souvent une zone lésée à cet endroit-là. C'est un signe qui est très important et qui peut se voir très facilement. Voilà. Donc là, c'était une petite parenthèse sur la rétraction médiale du après épineux, ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc en fait, on va déterminer 3 zones. En plein milieu, l'apex de la tête humérale, le tubercule majeur et l'interligne articulaire. Donc, quand on est dans cette zone-là, on est en stade 3. Quand on est dans cette zone-là, on est en stade 2. Et ici, on est en stade 1. Voilà, ça permet de grader les lésions et c'est très facile de les grader sur un appareil d'écho. Donc, voilà. Donc, on a vu les signes directs. Donc, ça, c'est si on a du bol, on tombe dessus pile poil. Pas de problème. On sait qu'on a notre rupture, on mesure, on est bien. Par contre, des fois, c'est un peu plus embêtant. On a du mal à chercher, c'est difficile de tourner autour de l'épaule et tout. Donc, on a des signes indirects. Alors, le signe le plus important, c'est le signe du double épanchement. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir un épanchement dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne, dont j'avais oublié, et un épanchement dans la gaine du lombiceps. Un épanchement dans la gaine du lombiceps, quand on a vu dans le rappel anatomique, le lombiceps est intra-articulaire. Donc, toute lésion articulaire va donner du liquide dans le lombiceps, dans la gouttière du lombiceps. Ce n'est pas forcément une ténosynovite du lombiceps. Donc, ça peut être une souffrance articulaire toute simple. Très bien. Donc, le fameux signe du double épanchement. En fait, juste la bourse subacromiodéltoïdienne, alors toutes les bourses séreuses, normalement, elles sont virtuelles. C'est-à-dire qu'à l'état normal, on ne les voit pas. On peut voir une toute petite ligne hyperéchogène, à la rigueur, mais en général, on ne les voit pas. On les voit que quand il y a du liquide à l'intérieur. Donc là, ici, là, j'ai mon deltoïde, donc bourse sous-acromio-deltoïdienne, donc sous le deltoïde. Donc là, j'ai un pugnac hypoéchogène, donc c'est liquidien. Ici, j'ai mon sillon intertuberculaire. Là, j'ai mon lombiceps. Normalement, je dois avoir mon lombiceps. J'ai quelque chose de noir encore ici. Donc, en fait, ici, j'ai un épanchement intra-articulaire associé à un épanchement extra-articulaire. Donc, ce que je peux me dire, tout simplement, c'est que ça communique. Pour que ça communique, c'est qu'il doit y avoir un trou quelque part. Voilà. Donc, la spécificité de ce signe, alors, ils disent 99%, mais je dirais dans 95% à peu près des cas, vous allez trouver une rupture transfixiante
une rupture de transfixion en général du supraépineux. Voilà. Le deuxième signe indirect, c'est que des fois, on n'a pas forcément l'épanchement, le double épanchement. On peut avoir un épanchement intra-articulaire, tout simplement, qui est une souffrance. Donc là, c'est ma gaine du long biceps. Donc je reconnais bien mon long biceps, je le vois encore mieux là parce qu'il y a du liquide autour. Donc ça permet de mieux le voir. Donc là, j'ai du liquide autour. On considère qu'il est significatif quand l'espace qu'il y a là, il fait plus de 2 cm. Parce que des fois, il y a toujours des petits écoulements intra-articulaires qui sont pas très significatifs. Donc on le considère significatif à partir de 2 cm. Donc, ensuite, un autre signe qui va être important, c'est le signe du cartilage. En fait, quand on a vu sur les coupes de référence, nos tendons, ils étaient quasiment posés sur le supraépineux. En visio, à la fois j'ai des copains qui viennent manger. Là. À la fois, il y a mon pote Lucie, Lucie. Tout le monde en sourdine. Lucie, coupe ton micro. Lucie, coupe ton micro. Et donc, du coup, on avait vu comme ici que là, par exemple, le tendon il est posé directement sur la tête humérale. D'accord? Donc là, on a l'impression d'avoir une plaque bien hypoécogène, quasiment noire, quasiment anécogène. Ça, c'est un aspect normal de cartilage. Logiquement, il ne doit pas y avoir. Il n'y a qu'une petite lame cartilagineuse, normalement. On ne doit pas l'avoir autant. Le signe du trombocartilage, on appelle ça le signe du trombocartilage. C'est très souvent quand il y a une rupture, qu'elle soit transfixiante ou non transfixiante. Donc, et un autre signe qui va être important, c'est que souvent en face d'une lésion de la coiffe, alors ça c'est valable pour les ruptures, mais c'est valable pour les tendinopathies et les anthésopathies. C'est valable pour la plupart. Vous aurez souvent, pas tout le temps, vous aurez souvent une irrégularité de la corticale en regard. Au lieu que vous ayez la corticale bien continue, vous allez avoir soit une hyperdensité, une hyperégogénicité, soit vous aurez un petit défect cortical. Très souvent, vous aurez ces petits signes-là. Donc, c'est des petits signes à rechercher parce que ça peut vous aider à chercher des toutes petites ruptures. Quand elles sont grosses, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai trouvé un signe indirect ou direct de ma coiffe de rotateur. Maintenant, il faut que je vois l'impact de mon supraépineux, d'un de mes tendons. Il faut que je vois l'impact sur le reste de la coiffe. Donc, en général, ce qu'on va essayer de voir, souvent, c'est sur le supraépineux qu'on va trouver quelque chose. Donc, ce qu'il va falloir regarder, c'est l'impact sur le long biceps et sur les autres tendons. Et je vais vous parler de ce qui arrive le plus fréquemment, en général. Donc, l'impact sur le long biceps. Donc, en général, quand on a entendu un petit peu, la rupture de la coiffe de rotateur, ce que ça fait, c'est que comme vous avez une rupture de la coiffe, la coiffe ne stabilise plus l'épaule. L'épaule a tendance à monter vers le haut par la force du deltoïde, en fait. Donc, du coup, c'est ça qui a tendance à créer les irritations, les douleurs et tout ça, puisque ça appuie sur la bourse. Donc, comme vous avez le long biceps en haut, il appuie, il frotte. Donc, logiquement, avec une rupture de coiffe, vous avez souvent une atteinte du long biceps. Donc, il peut y avoir une rupture partielle complète. Il peut se dilacérer ou se couper complètement. En général, quand il y a une rupture complète, il n'y a plus de douleur. En général, la fameuse ténotomie. Il peut y avoir ce qu'on trouve très souvent, la tendinopathie hypertrophique. Donc, elle va toujours se retrouver au niveau de la zone de réflexion, la fameuse zone où on était sur notre coupe très haut. Le passage entre le long biceps vertical et horizontal, à cet endroit-là, c'est l'endroit où vous aurez toujours le maximum de lésions. Et bien évidemment, on va chercher sa luxation, sa subluxation du sillon intertuberculaire. En général, c'est en médial. Médial. Voilà. En général, c'est toujours en médial. Parce que le sous-scapulaire, c'est celui qui a les fibres qui font le ligament transverse, qui plaque le long biceps dans la gouttière dans le sillon intertuberculaire. Donc, si jamais il y a une rupture, le subscapulaire va se rétracter dans ce sens-là, et en général, il va amener avec lui le long biceps. Donc là, c'est une rupture complète du long biceps, c'est-à-dire que je suis sur ma coupe longitudinale, et si on regarde bien, j'ai pas d'aspect fibrillaire, j'ai un truc hypoécogène là, j'ai plus du tout de tendon. D'accord?
Là, en fait, c'est la coupe axiale. J'ai mon tendon qui est rétracté vers le haut. C'est pour ça que j'ai une espèce de pouillen que j'arrive pas trop à comprendre. En fait, il y a le tendon qui est rétracté, donc ça fait une boule un peu informe, et avec du liquide articulaire et plus ou moins du sang. Donc c'est pour ça que ça me donne cette espèce d'image. Donc ça, c'est la rupture complète du lombiceps. Alors, ce qu'on va avoir très souvent, c'est l'hypertrophie, la tendinopathie hypertrophique du lombiceps, qui va accompagner ma rupture. Comme je vous l'ai expliqué, par irritation sous l'acromion, comme l'épaule remonte. Donc là, ce qu'on va avoir, c'est la fameuse zone de réflexion. C'est-à-dire ici, ça, sur ma coupe longitudinale, c'est la portion verticale du lombiceps. Et ça, c'est la portion horizontale qui va rentrer dans l'articulation. C'est ce qu'on appelle la zone de réflexion ou la poulie du biceps. C'est l'endroit où ça tourne et c'est là où, en général, on a le maximum, on a les lésions. Et donc, on voit bien la disparité de calibre entre cette portion-là et cette portion ici. Et comme l'échographie est un examen dynamique et qui permet de faire un petit peu de clinique, quand vous appuyez là-dessus, en général, ça fait mal. Si on met un peu de Doppler, on peut avoir une hyperémie, on peut avoir. On ne l'aura pas tout le temps, mais on peut en avoir une. Donc, ça, c'est la coupe axiale. Alors, ça, c'est sur cette fameuse coupe-là. Alors, il est dit dans certaines littératures, vous trouverez qu'au niveau de cette zone de réflexion, c'est l'endroit où le lombiceps devient triangulaire ici. Quand vous remontez votre sonde, vous allez arriver là, il va devenir triangulaire. C'est parce qu'en fait, il est en train de tourner. Donc, sur la coupe, vous l'aurez plus rond, vous l'aurez triangulaire. À cet endroit-là, on dit qu'il doit faire moins de 7 cm. S'il fait plus de 7 cm, on parle d'hypertrophie. Bon. En général, comme on est dans l'échographie, le plus simple, c'est de comparer avec le biceps contralatéral. Ils ont tendance à être symétriques. À part chez Nadal, mais bon, ça, c'est autre chose. Ensuite, donc là, ce qu'on peut avoir, donc on peut avoir l'hypertrophie et on peut avoir effectivement la subluxation du lombiceps. Donc, qui dit luxation, on dit que ça veut dire qu'il a été libéré de la gouttière intertuberculaire. Pour être libéré en général, c'est qu'il faut que le ligament transverse ait sauté. Si le ligament transverse a sauté, en général, c'est qu'il y a une rupture du subscapulaire. Donc ça, c'est le même patient. Donc là, le sillon intertuberculaire est là. Et en fait, là, elle est subluxée. Là, il se retrouve plutôt au-dessus du tubercule mineur. Mon lombiceps. Alors, il n'est pas tout à fait rond parce que du coup, il est plus tout à fait droit, donc j'ai du mal à l'avoir bien en coupe. C'est ça qui est embêtant quand sur les ruptures de coiffe et tout ça. C'est que quand ça se rompt ou que ça se subluxe, mais on n'est plus dans les axes habituels. Donc, c'est pour ça que vous aurez toujours des images qui elles sont plus droites, elles sont un peu informes. C'est normal, c'est parce que du coup, on n'est plus du tout dans les mêmes axes. Donc après, ce que j'ai essayé de faire là, c'est de voir le repère de mon sillon intertuberculaire. Comme ça, je vois à peu près où je suis. D'accord ? Donc là, c'est pour vous montrer la corrélation. En fait, là c'est mon tubercule mineur. Et là, j'avais une désinsertion complète de mon subscapulaire. Donc en fait, ma rupture de coiffe, j'avais une rupture du supraépineux. Et la rupture s'est étendue vers l'avant. En fait. Hop là. Donc, sur le lombiceps, ça c'était pour le lombiceps. Donc, ensuite, ma rupture tendineuse, donc elle peut s'étendre à d'autres tendons. Donc, c'était l'introduction avec tout à l'heure. Si la rupture s'étend vers l'avant, on va avoir une rupture du subscapulaire. Si ça va vers l'arrière, on va avoir une rupture de l'infraépineux. C'est souvent des désinsertions. Ça, l'extension vers l'avant, ça c'est une rupture du sous-scapulaire. Bon, très simple. Donc, si on se rappelle un petit peu, on a le fameux signe du méplat, pardon. On a le fameux signe du méplat ici. Et on a le hiatus, donc il n'y a pas de problème. C'est une belle rupture. Par contre, celle de l'infraépineux, elle est toujours un peu plus compliquée, plus complexe à trouver. En fait, là, j'ai ma tête humérale. En fait, souvent, le tendon se désinsère et en fait, on a l'impression qu'il y a une partie
la partie supérieure des fibres de l'infraépineux qui reste. Et en dessous, on a un hiatus hypoécogène. Là. En fait, c'est les fibres inférieures qui sautent. C'est souvent comme ça dans les ruptures de coiffe. Donc, gardez un petit peu cette image en tête. C'est pareil. Et là, c'est la même image que dans le long biceps. Normalement, ici, je devrais avoir un tendon. Je ne l'ai plus. Il a disparu. Et là, par contre, vous voyez les fibres superficielles qui restent dans le même alignement. Par contre, celles du dessous, elles sont parties. Et à la place, il y a du liquide comme la nature a horreur du vide. C'est du liquide. Donc ça, c'est la coupe axiale. C'est un peu plus compliqué à voir. Sur la coupe longitudinale, c'est plus simple. Là, en fait, on est sur l'arrière. La tête humérale, elle est là. Et ça fait le tour de la tête humérale pour s'insérer sur la face latérale du tubercule majeur. Donc ça, c'est l'extension vers l'arrière. Donc voilà. Donc voilà, c'était pour les ruptures transfixiantes. Vraiment, ce qu'on va chercher, c'est on va chercher la rupture du supraépineux. On va être clair. On va chercher la rupture du supraépineux et ensuite on va chercher des complications. Si on n'a pas de rupture du supraépineux, ben on va chercher un peu plus sur les autres. Donc ensuite, on ne peut pas avoir que des ruptures transfixiantes. On a le droit à essayer de conserver un petit peu sa coiffe. Donc il y a 3 types de ruptures non transfixiantes. Donc la sémiologie se reviendra toujours autour de ces 3 types. Donc la lésion de la face humérale, c'est-à-dire la lésion de la face profonde du tendon, la lésion de la face bursale, donc la lésion superficielle, et la fissuration intratendineuse. Autrement dit, tout simplement, c'est des ruptures qui ne traversent pas l'épaisseur du tendon, tout simplement. Et en fonction de leur topographie, elles sont particulières. Donc voilà, ça c'est une lésion de la face humérale ou de la face profonde. Alors, celle-ci, il y a un diagnostic différentiel qui est pas toujours évident à faire, mais j'en parlerai quand je ferai un petit topo sur les tendinites. C'est l'anthésopathie. L'anthésopathie a tendance à avoir un peu le même signe, sauf que l'anthésopathie est très régulière. Il n'y a pas de débris à l'intérieur et c'est vraiment un aspect hypoécogène du tendon, tandis que là, c'est une désinsertion du tendon. C'est pas tout à fait la même chose. Mais juste à savoir ça, parce que ça peut être... Mais cet aspect-là, il est très fréquent. Et très souvent sur la partie antérieure du supraépineux. Donc ensuite, là par contre, je vois un peu moins bien mon tendon parce qu'en fait, ma sonde est partie. Je suis parti vers l'arrière, je suis sur la portion postérieure de mon tendon du supraépineux. Donc là, c'est une lésion de la face bursale, c'est-à-dire superficielle. Donc très souvent, celles-ci, elles sont très souvent associées en fait à un conflit antéro-supérieur. Parce qu'en fait, c'est souvent l'acromion qui râpe dessus ou le ligament acromio-coracoïdien qui râpe dessus. Donc très souvent sur celle-là, après on va chercher un conflit, mais là on n'est pas dans le thème du jour. D'accord? Donc là c'est pareil, dans les deux plans de l'espace, j'essaie toujours de retrouver ma lésion. La dernière, c'est la fissuration intratendineuse. Tout simplement, c'est que j'ai un point de clivage intratendineux et qui ne traverse pas mon tendon. Et qui n'est pas sur la face humérale et qui n'est pas sur la face bursale. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est assez fréquent. Plus on avance en âge, plus il y en a. Il ne faut pas oublier que ces lésions-là, elles peuvent se retrouver avec, vous pouvez très bien avoir une fissuration intratendineuse et une lésion de la face profonde. Il faut toujours chercher, il faut toujours faire attention. C'est pas parce que vous avez trouvé une lésion que vous avez tout trouvé. Surtout dans l'épaule. Parce que très souvent, il ne faut pas hésiter à céder de la clinique aussi, parce que l'avantage, c'est qu'avec votre sonde, vous pouvez toucher et vous pouvez appuyer. Il y a des lésions comme ça qui vont être asymptomatiques, alors que vous allez aller vous allez avoir une grosse lésion, vous allez appuyer dessus, ça ne fera rien. Alors que vous allez avoir une petite fissure comme celle-ci, vous allez appuyer, vous allez déclencher une douleur. Donc l'épaule, c'est très embêtant pour ça. Mais après, avec l'autre, on y arrive toujours.
Donc voilà. Donc bien retenir sur les fissurations, les ruptures non transfixiantes, il y en a trois. Lésion de la face bursale, face humérale et les fissurations intratendineuses. Donc autour ça, avec ce qu'on a vu là, on a fait le tour de tout ce qu'on peut voir comme type d'image, les principaux types d'images qu'on peut voir sur une rupture de coiffe. Après, il faut les retrouver chez quelqu'un. Donc là, j'ai quelques petits cas cliniques. Ils sont tout récents en plus parce que en post-Covid, il y a eu pas mal de. La plupart des gens pendant les confinements, mais ils sont pas allés voir le médecin, ils sont restés chez eux, ils ont perdu leurs 3-4 mois, ils avaient mal et puis donc du coup on avait pas mal d'images, pas mal d'épaules. Alors, ça c'est une charmante dame de 69 ans avec une scapulalgie qui évoluait depuis plusieurs semaines, bien évidemment, avant le Covid, avec une majoration des douleurs depuis 15 jours. Des douleurs à recrudescence nocturne, bien évidemment. Alors, là, sur cette image-là, donc je suis sur ma coupe de mon long biceps, mon sillon intertuberculaire. Je ne suis pas tout à fait droit parce que je suis un petit peu en rotation interne ou externe. Là. Et là, ce que je vois ici, je vois mon deltoïde et en dessous du deltoïde, entre le deltoïde et mon humérus, je vois un gros truc anéchogène, noir, liquidien. Donc là, c'est une énorme bursite, tuberculose deltoïdienne. Et je devine un petit truc intra-articulaire, mais en fait, quand j'ai fait l'écho après, il n'était pas significatif, il n'y avait qu'une petite lame. C'était pas significatif. Et en fait, j'ai cette dame, voilà ce que j'ai trouvé. Donc ça, c'est mon tubercule majeur, la tête humérale, mon supraépineux, mon deltoïde, et en fait, j'avais une lésion non transfixiante, c'est-à-dire une lésion de la face humérale, tout simplement. Voilà. Ça, c'était très bien. Donc, je vous montre que tout ce qu'on a vu là, on le retrouve systématiquement. Donc, ça, c'est les cas classiques que j'ai chez moi. J'ai des patients qui sont un peu vieux quand même. Donc, il a fait son jardin pendant le confinement. Il a un peu forcé. Ça a claqué. Il n'a pas fait cas. Et il avait un petit peu plus mal. Il avait de plus en plus mal la nuit. Hop là. Donc là, c'est ma tête humérale. Là, j'ai. Hop là, je vais un peu vite. Je vais revenir. Je vais montrer l'image après. Hop, voilà. Je vais mettre comme ça. Mon tubercule majeur, ma tête humérale pour que vous soyez bien dans le bon sens. Donc là, logiquement, je devrais avoir mon supraépineux. Et en fait, j'ai la fameuse, une belle bursite. Et là, j'ai un truc qui est totalement un peu immonde. Voilà. Donc, je vous montre juste ça. En fait, il y avait une rupture transfixiante avec un beau hiatus et une rétraction du tendon. Et là, la rétraction du tendon, là, si vous vous rappelez, là, c'est au niveau de l'apex de la tête humérale. Là, c'est une rétraction de stade 2. D'accord. Et il avait mal, mais pas tant que ça. Il avait compensé. Et associé, il y avait une rupture vers l'avant, parce que j'avais une fissuration de mon subscapulaire. Voilà. Donc tout ce que je vous ai dit là, je fais systématiquement chez tout le monde. Donc ça, c'est une dame de 50 ans. Pareil, un faux mouvement il y a 3 semaines, elle a toujours mal. Elle était quand même assez limitée au niveau des amplitudes articulaires. Elle vient voir, hop là. Je vais revenir un petit peu en arrière. Vous voyez notre fameux hiatus. Voilà, une belle rupture transfixiante. Donc, je fais la coupe orthogonale de l'intervalle des rotateurs. Et voilà l'importance de cette coupe-là. Je vais revenir un petit peu. Voilà. Je vois bien que là, je perfore carrément la coiffe. D'accord. Et si que j'aille d'avant en arrière, je vais avoir toujours ce hiatus. Donc là, c'est le long biceps, le supraépineux, le subscapulaire. Là, je dépasse un peu le temps. Voilà. On voit très bien le hiatus là.
Très bien le trou, il n'y a pas de souci. Ça communique. Il n'y a pas de problème. Donc, on continue sur les petits traumatismes. Mamie de 80 ans qui faisait ses vitres, qui m'a dit qu'elle a fait une vingtaine de vitres parce qu'elle a elle a plein de propriétés, qu'il n'y avait personne pendant le Covid. Donc, bien évidemment, une petite impotence fonctionnelle. Et là, hop là. C'est pareil. Sur la partie antérieure ici, au-dessus du tubercule majeur, j'ai plus rien du tout. Voilà. En fait, mon tendon, il se rétracte. Alors là, je suis en postérieur, j'ai encore un petit peu de tendon en fait qui tient, et en antérieur, il est totalement rétracté. C'est pour ça que j'ai l'impression que des fois j'ai du tendon et des fois j'en ai pas. C'est qu'il y a une partie qui est complètement rétractée et une autre qui tient encore un petit peu. Voilà. Et la mamie, elle continue à faire ses vitres. Ça ne dérangeait pas. Voilà. Donc je vous remontrer un peu l'image en statique. Hop là. Là, j'ai un beau trou. J'ai plus rien ici. Et il est rétracté. Alors là, c'est entre 2 et 3. On est un peu limité. On est un peu entre les deux. Donc, des fois, on fait des jeunes. Donc, AVP moto il y a 10 jours. Il est venu aux urgences. À la radio, rien de fracturé. Il vient 10 jours après. Il n'arrive quasiment pas à bouger l'épaule. Euh, il est hyper douloureux. Donc, ça, c'est la première. Là, je tombe sur son subscapulaire. Ça ressemble plus trop à un subscapulaire. Il y a un beau trou au milieu. Et là, je vais directement sur son supraépineux. Je fais un comparatif avec le contralatéral. Donc ça, c'est le supraépineux normal. Tout à fait. Donc les fibres, le signe bec d'oiseau, magnifique. Là, ici, je devrais avoir exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Mais sauf que là, il s'est rétracté ici. J'ai aussi le signe de l'irrégularité corticale, comme je dis. Ça arrive fréquemment. Quand vous voyez une irrégularité corticale, méfiance, toujours. Hop, je regarde. Il y a souvent quelque chose en regard. Voilà. Alors lui, il a fait, je dirais qu'il a fait il a fait une rupture de vieux. Hop là. Voilà, voilà. Donc, voilà. L'échographie, dans la coiffe des rotateurs, c'est un moment très important. On peut démembrer beaucoup de lésions, on peut trouver beaucoup de choses, mais à condition d'être bien rigoureux. On ne peut pas se contenter de regarder le supraépineux, se dire j'ai en plus le supraépineux, très bien. Il faut voir s'il y a une extension aux autres tendons, il faut voir s'il y a une rétraction. À partir de là, mais si l'examen, vous êtes toujours rigoureux, vous suivez toujours étape par étape, il n'y a aucune raison pour que vous y arriviez pas. Notamment qu'en plus avec les appareils de maintenant, on arrive à faire des choses même avec des appareils de qualité à peu près qui auraient été moyens il y a une certaine époque. Maintenant, des appareils plus petits, ils sont de meilleure qualité, on peut faire beaucoup de choses. Par contre, quand vous êtes embêté, il ne faut pas hésiter à utiliser les autres moyens d'imagerie. Le gold standard, alors juste pour info, l'IRM c'est très bien, mais si par exemple vous suspectez des calcifications, des choses comme ça, l'IRM dans certains cas ne voit pas les calcifications. L'arthroscanner c'est bien, mais l'arthroscanner ne voit pas les lésions de la face humérale. Donc le meilleur examen c'est l'arthro-IRM, mais pour l'avoir c'est pas toujours facile. Donc voilà. Donc il faut essayer, faut pas avoir peur, faut être systématique et normalement il ne devrait pas avoir de soucis. Voilà ce que je voulais vous dire pour concernant ça. Si vous avez des questions, c'est le moment de rouvrir vos micros. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui font un petit peu d'écho, qui pourraient nous parler un petit peu de leurs difficultés avec. Attends, je ne partage plus l'écran.
Hop là. Tac, tac, tac. Voilà. Ouais, je partage plus l'écran, c'est bon. Est-ce qu'il y en a qui pourraient parler de leurs difficultés avec l'écho, ou il y a des choses qui. Sur le supraépineux, il y a pas trop de soucis ou des choses comme ça? Parce que souvent, en général, sur le supra qu'on galère un petit peu. Voilà. Bon, merci, c'était excellent. Ouais. Hop, 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 hop. Ok. Si vous voulez, des fois, comme débutant, j'avais des fois des difficultés à trouver même le tendon bicipital dans sa gouttière. Ouais. Alors, je sais que l'anisotropie pouvait aider. Ouais. Si vous voulez, pour le fun, hein, pour le partage, j'ai une toute petite vidéo de 5 secondes sur l'anisotropie, si ça vous intéresse. Vas-y. C'est important parce que j'ai oublié d'en parler d'ailleurs. Parce que j'ai voulu aller vite. Alors, je fais partage d'écran, mais ça n'a pas l'air de marcher. On a 5 minutes. Moi, je ne veux pas trop vous retarder. Plus on peut échanger, mieux c'est. Alors, logiquement, on refera ce type de vidéo. Alors, une fois par mois, on fait ce type de vidéo. Donc, j'essaie d'alterner les indications. Là, le mois dernier, j'ai fait sur de l'abdo, j'ai fait sur les pathologies biliaires. C'est disponible, vous pourrez accéder au replay sur le blog de Metandem, sur notre site. Et n'hésitez pas, vous aurez le programme des prochaines. La prochaine, je pense que je voulais faire un rappel sur la colique néphrétique. Sur la colique néphrétique et sur les examens des voies urinaires. Voilà. Normalement, ça devrait être c'est le premier mardi de chaque mois, mais là, il faudra juste essayer de rester connecté parce que, comme je sais que le premier mardi d'août, ça risque d'être compliqué pour beaucoup de monde. Donc, on va faire septembre, Gervais. Ouais, voilà. C'est ce que je pensais. Et voilà. On fera après la rentrée, donc on vous enverra un mail pour vous confirmer, mais c'est parti pour la deuxième semaine de septembre. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux dire un petit mot sur les calcifications? Parce que en fait, moi, je fais de l'écho et parfois j'ai du mal. Sur les calcifications? Oui, mais parce qu'il y en a pas mal de tendons ou de patients qui ont des calcifications, des petites calcifications qui sont symptomatiques. Oui, qui sont symptomatiques. Et ta question, c'était parce que je ferai un topo. Le prochain topo que je vais faire sur le MSK, ce sera sur les parce qu'en fait, c'était trop long pour faire sur l'épaule de faire et la rupture et les tendinopathies. Donc je ferai le prochain topo du MSK, je ferai un topo sur les tendinopathies. Parce que je sais que l'épaule, il y a beaucoup de gens qui demandent. Pardon? Bon, ça va. Ok. Lucie, tu es toujours là? Ouais, je suis là. Mais si je pouvais partager l'écran. Ah ouais, vas-y. Donc voilà, c'est un tout petit film avec la gouttière bicipitale, le tendon bicipital, donc en faisant varier en faisant un roulis en faisant un petit roulis, on repère mieux le tendon. Un coup il est hypo, là il est hypo, hyper. Voilà, c'est juste le principe de l'anisotropie. Donc voilà. Parce que ça permet de voir justement quand le tendon, quand la gaine est vide ou pas. Parce que c'est pas toujours évident de voir la gaine vide. Voilà, c'est juste pour le partage. Pardon, je ne suis pas très. Super, merci Philippe. C'est bien. Voilà. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, c'était génial. On a beaucoup appris, merci beaucoup. Super. J'espère. Merci Gervais, c'était excellent. Donc n'hésitez pas pour la prochaine, suivant le thème, si ça vous correspond, si vous avez des cas cliniques à nous envoyer, vous les envoyez sur contact@metandem.com ou vous en parlez avec Gervais sur le Slack. Et puis voilà. D'accord. On vous souhaite une. Ouais, c'est tout enregistré. Ouais, ça sera sur YouTube. Oh, bah super. Voilà.
Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonne Ciao. Merci. Merci beaucoup. Merci, Merci au revoir. Gervais. Merci à tous. Merci, merci. Ciao. Ciao. Merci Gervais. Merci, Ciao, ciao. au revoir. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci.